RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, avant d'attaquer le débat du jour, on se doit, Louis Dauphren, de revenir sur le grand témoin de ce matin. Oui, à 7h40, le jeu concours. Vous avez été nombreux à participer. J'avais posé la question, quelle est la voix qui incarne la régente Anne d'Autriche dans le spectacle Paris Cœur de Lumière à Saint-Sulpice qui commence ce soir jusqu'au 23 novembre avec 2 représentations par jour. Ce n'était pas la voix de Fanny Ardant, Non. ce n'était pas la voix de Catherine Fro, ce n'était pas non plus la voix de Lynn Renaud. Oui, il y a eu Tous tout ceux parmi les réponses. oui, je vais quand même donner la bonne réponse. C'était la voix d'Annie Dupéret, bien sûr. Et donc c'est Renaud et Raphaël qui partent chacun avec une place pour 3 personnes. Donc Renaud et Raphaël pourront chacun emmener, ils ne se connaissent pas, ce sont des personnes qui nous écoutent, Peut-être qui se pourront donc... connaissent-ils, on n'en sait rien. Ah bah peut-être, après tout c'est vrai, par la radio moi en tout cas, ça fait un lien. Donc ils pourront, c'est le choix que nous avons fait, emmener 3 personnes. Vous voyez, vous allez en couple et puis vous faites venir un ami, une amie, un petit neveu, pourquoi pas. Et ben voilà, ils en ont bien la chance, en tout cas ils pourront aller voir ce spectacle. Ça c'était pour le grand témoin, on avait promis d'y revenir, nous y sommes revenus. Mais on va attaquer le débat du jour avec le rejet du rétablissement de l'honneur de Jacques Fesch à la une ce matin. Rien à voir, c'est bien sûr Jacques Fesch, le guillotiné de 1957 avec ses écrits spirituels qui ont été publiés après sa mort. Il y a une décision de la Cour de cassation qui est tombée, qui rejette le rétablissement de l'honneur de Jacques Fesch. On va commencer par ça. Eh bien vous pouvez réagir à tout moment par mail, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Vincent Petitet, bonjour. Bonjour. Écrivain, consultant en stratégie, et Paul Sugy, bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro, merci à tous les deux d'être présents, c'est le début du débat du jour. Et oui, la peine de mort à l'époque existait. Il avait été exécuté à la prison de la Santé le 1er octobre 1957. Sa cavale avait commencé le 25 février 1954. Jacques Fesch, ce jeune homme de 23 ans, jeune homme de bonne famille, qui voulait s'acheter un bateau pour faire le tour du monde et qui a été amené à braquer un agent de change dans Paris, à le tuer. Ça a évidemment été une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle. Il a connu une conversion en prison, il a écrit dessus, il correspondait avec un moine. Et donc, il y a une histoire judiciaire aussi. C'est que Gérard Fesch, son fils, avait lancé une procédure ou invité la plus haute juridiction à revoir ces éléments d'analyse sur le sujet et donc à rétablir l'honneur de Jacques Fesch. Et la Cour de cassation a finalement décidé que ce ne serait pas le cas. Et donc, elle a estimé que les éléments analysés pris dans leur ensemble ne constituent pas des gages d'amendement suffisants, décision définitive qui ne pourra pas faire l'objet d'un appel. Alors, ça relance peut-être l'intérêt que l'on peut avoir pour cette figure de Jacques Fesch. Par ailleurs, il y a aussi un procès en béatification qui a été entamé. Paul Sugy, Vincent Petitet, Paul. Alors oui, je crois que c'est pas l'agent de change qui a été tué, c'est un gendarme. de la paix, voilà, un gardien de la paix. Un membre des forces de l'ordre, ce qui a aggravé évidemment le cas du condamné. J'ai suivi avec intérêt cette procédure qui pose en fait davantage un débat ou ouvre une question juridique qu'elle ne concerne véritablement la figure spirituelle qui est devenue Jacques Fesch, qui s'est donc converti en prison et qui a laissé derrière lui des écrits magnifiques, des lettres à son fils notamment, des écrits qui nous parlent de façon bouleversante de la conversion. Jacques Fesch s'identifiait au bon larron qui, contemplant les souffrances du Christ en croix, à la fois reconnaît la vérité dans ce Christ crucifié et en même temps communie à ce mystère de la passion tout en ayant conscience que, et ça c'est je crois quelque chose qui a toujours guidé son écriture, que lui, ce qui lui arrivait était mérité. Et c'est, je crois, à mon avis, le hiatus qu'il y a entre les écrits et le testament spirituel de Jacques Fesch et cette procédure en réhabilitation qui, même si je la comprends, me paraît parfois un peu curieuse. Pourquoi ? Parce que Jacques Fesch comprenait qu'il était condamné pour de bonnes raisons. Et quand bien même il s'est effectivement converti et qu'il a montré qu'il avait entre-temps épousé une vision du bien qui évidemment changeait profondément son être, il comprenait que la décision de condamnation était juste et qu'elle était méritée. Et la façon dont Maître Spinozzi a requis auprès de la Cour de cassation donc cette réhabilitation, je crois, a inversé le débat. On est dans une situation judiciaire qui est un peu curieuse. La procédure en réhabilitation d'un condamné existe en droit français, mais pour un condamné à mort, évidemment, c'est plus difficile, puisque être réhabilité après sa mort, c'est une procédure plus complexe. Et donc, la façon dont Maître Dupond-Moretti puis Maître Spinozzi ont voulu proposer cette question judiciaire était en réalité davantage destinée à essayer de faire le procès de la peine de mort
Et c'est vraiment la façon dont Maître Spinozzi s'est adressé à la Cour de cassation, en disant au fond, quelqu'un dont on reconnaît a posteriori qu'il a pu amender sa conduite, c'est qu'il n'aurait jamais dû être condamné à mort, donc c'est que la peine de mort est en elle-même injuste. Or, on ne trouve pas trace, dans les écrits, encore une fois, spirituels de Jacques Fesch, de propos s'indignant en particulier de l'existence de la peine de mort. Donc ce n'est pas un bon angle d'attaque, ce n'était pas ce qu'il fallait engager. Je pense que c'est pas d'abord ce qu'il aurait fallu dire au sujet de cet homme, encore une fois, dont la conversion est bouleversante. Et vouloir faire le procès de la peine de mort en parlant de Jacques Fesch, c'est passer à côté, à mon avis, de l'essentiel, à savoir la capacité qu'a un condamné confronté à la justice d'une décision qui, encore une fois, vient sanctionner des actes dont il n'a jamais été question pour lui de les contester. Il a toujours reconnu sa culpabilité. Il n'y a pas d'erreur judiciaire. Il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. On était dans une époque où on sanctionnait plus sévèrement qu'aujourd'hui le fait de tuer un gardien de la paix. Quelque part même, la perspective de cette conversion en prison d'un Jacques Fesch condamné à mort, peut-être laisse entendre que, en réalité, la sévérité d'une peine n'est pas un obstacle au fait qu'un prisonnier amende sa conduite, contrairement à ce que l'on entend parfois dans un discours qui voudrait faire croire que la prison ne sert qu'à entretenir la récidive et ne permet pas justement au cœur mauvais de s'amender. L'exemple de Jacques Fesch nous prouve l'exact inverse. Dans sa fuite, il avait tué par balle le policier Jean-Baptiste Auvergne, 35 ans, veuf depuis peu et père d'une petite fille de 4 ans à l'époque. Vincent Petitet. Oui, je trouve intéressant de voir comment l'enfermement peut effectivement susciter des vocations mystiques ou non. Il y a toute une tradition effectivement des enfermés qui se convertissent au mysticisme, ou bien des gens qui, pendant leur détention, comme au XVIIIe siècle, Madame Guyon, je crois, avait fait œuvre de quiétisme. On a beaucoup d'exemples aussi de personnalités, par exemple le philosophe Bernard Stiegler, qui est mort il y a quelques années, qui avait eu une peine de prison parce qu'il avait braqué des banques et qui, en prison, a fait un doctorat en philosophie, donc a métabolisé finalement l'enfermement et la souffrance qu'on peut ressentir en prison en une œuvre de savoir. Et pour Fesch, effectivement, ses écrits sont vraiment stupéfiants et saisissants. C'était un jeune homme qui avait une vie de bamboche, un peu de patachon, et puis qui a assassiné, enfin qui a tué une personne. Et quand on lit ses écrits, on est quand même saisi par cette lucidité finalement, par cette grâce qui s'abat sur lui dans un environnement extrêmement hostile qui est celui de la prison. Ce que je trouve intéressant dans le cas de Fesch aussi, c'est le fait que ce soit son fils Gérard Fesch, qui était un fils illégitime, qu'il n'a pas reconnu au départ, qui recherche finalement une légitimité à son père. Je trouve que le rapport entre le père et le fils est à ce titre assez intéressant, puisque le fils illégitime cherche à légitimer le père qui ne l'a jamais reconnu. Donc le rapport avec le père et le fils là est assez intéressant, surtout si on se place sous l'angle de la loi avec un grand L. Donc comment finalement, comme dirait Jacques Lacan, le nom du père. Donc il y a toujours cette errance du nom du père pour le fils de Fesch. Gérard Fesch se dit très déçu, il dit c'est très décevant, 30 ans de combat pour rien, le fait que la Cour de cassation ait donc pris cette décision. Il a 69 ans et il est à l'origine de cette procédure. Donc lui est abattu, c'est une terrible occasion manquée, a dit l'avocat Patrice Spinozzi, avocat de Gérard Fesch, ce que conteste donc Paul Sugy. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'appréciation que porte Paul Sugy sur la procédure en tant que telle? Je suis assez d'accord avec Paul sur le sujet. Je sais que pendant le procès et après le procès, il y avait une demande en grâce qui avait été faite auprès de René Coty, qu'il avait refusée au nom de l'ordre public. Il demandait à Fesch finalement de comprendre que son sacrifice allait dans le sens de l'ordre public et qu'il ne pouvait pas lui accorder une grâce parce qu'il avait peur justement de perturber cet ordre public au nom finalement de la légitimité des peines. Alors effectivement, aujourd'hui, on considérerait que cette peine est très sévère, mais dans le contexte de l'époque, elle ne l'était pas. Le fait divers était vraiment stupéfiant. Et non, je rejoins assez Paul sur cette vision finalement de la procédure. Parce que le condamné lui-même ne met pas en cause la peine dont il a été l'objet. Au contraire, c'est presque son chemin de Damas, on a l'impression, à le lire. Donc ça légitime la sévérité d'un système judiciaire et carcéral. En tout cas, le condamné comprend sa peine.
Me fais pas Paul dire non Sugy. plus ce que j'ai pas dit, Louis Dauphren. Je ne dis pas que la mort de Jacques Fesch légitime en soi la peine de mort. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je pense que l'héritage spirituel de Jacques Fesch ne porte pas en réalité sur la question de la légitimité ou non d'appliquer la peine de mort. C'est vraiment, comme l'a très bien dit aussi Vincent Petitet, un témoignage de la capacité qu'ont les hommes peut-être placés dans les conditions les plus ténébreuses de l'expérience humaine, c'est-à-dire l'enfermement et en même temps aussi l'état de mort sociale que la prison produit. Et cette capacité au milieu des ténèbres, eh bien de reconnaître la lumière scintillante du Christ. Et effectivement, je crois que cette expérience est à rapprocher de celle des multiples autres qui montrent que effectivement la prison est aussi un chemin de rédemption. Il y a quelque part chez Claudel cette phrase merveilleuse qui dit que même le péché, au fond, contribue au salut. On y retrouve aussi l'idée que développe le chant de l'exultète le soir de Pâques, bienheureuse faute de l'homme. Eh bien effectivement, même dans la faute, même dans le chemin de pénitence qu'il entame lorsqu'il est placé dans des institutions carcérales qui sont la façon dont la discipline humaine a trouvé un moyen de faire appliquer l'ordre et la loi, même cet homme-là est capable de trouver encore une fois la vérité du Christ. Et je crois que c'est vraiment une invitation à l'espérance. Et tous ceux qui ont lu Jacques Fesch, il y a aussi des pièces de théâtre qui ont été faites à partir de ces récits, qui ont été édités de manière plus scientifique avec vraiment une classification des lettres qu'il écrivait depuis la prison. Donc c'est encore une fois des textes très accessibles. Je pense que tous ceux qui l'ont lu ont été bouleversés de la façon dont je le décris. Sa vie peut-elle être source d'une leçon d'ordre général, ou bien est-il une exception telle que finalement on ne peut rien en déduire? Alors que le système, ce que je voulais dire, c'est que le système carcéral aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe à Mayotte, fait de surpopulation, de caractère absolument inhumain, on se dit comment d'autres Jacques Fesch pourraient-ils naître dans des conditions pareilles? Alors on se dit c'est lui ou quelle est la part entre le système, son chemin de Damas lié au mur de sa prison et de sa conscience personnelle? On a du mal à savoir si on peut dire quelque chose au-delà de sa personne. Et c'est vrai qu'est-ce qu'aujourd'hui, un Jacques Fesch est encore possible? Moi, et pourquoi ne le serait-il pas? Je ne sais pas. C'est vrai que l'expérience mystique est toujours un petit peu mystérieuse. Ce rapprochement avec Dieu est toujours quelque chose de très subjectif, de très personnel, qui peut effectivement se produire dans des conditions tout à fait incroyables. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce serait possible dans le système carcéral français? J'en suis pas certain. Je ne sais pas en fait. Parce que tous les prisonniers ne deviennent pas, évidemment, des convertis qui découvrent Dieu, etc. Non, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'une vision apocalyptique de la prison telle que la décrivent les plus idéologues de ceux qui veulent abolir toutes les geôles. Je suis obligé de m'exprimer par procuration parce que l'univers carcéral n'est pas un univers que je connais bien, mais je le connais par la voix de ceux qui le fréquentent de façon très régulière à travers l'aumônerie des prisons. J'ai la chance d'avoir de bons amis qui se donnent dans ces œuvres. Je crois qu'elles sont essentielles. D'ailleurs, si certains de vos auditeurs ont l'impression de disposer d'un peu de temps encore qu'ils n'ont pas donné, il me semble que toutes les aumôneries de prison cherchent encore des bénévoles et des gens qui sont prêts à s'engager parce qu'on manque énormément de bonne volonté dans ces prisons, partout en France d'ailleurs. Mais ceux qui vivent cette expérience, encore une fois, très particulière, évidemment que lorsque vous êtes aumônier des prisons, vous ne rencontrez pas tous les détenus, vous ne voyez pas que des miracles. Mais je crois vraiment qu'il y a une lumière vacillante, mais qui existe encore dans les prisons, qui est portée par tous ceux qui justement font de cette expérience carcérale et aussi de l'occasion qui leur est donnée de méditer sur leurs propres fautes, ce que l'Église nous invite à faire en prison ou pas. Tous les croyants sont invités de toute façon à vivre cette expérience de la pénitence. La prison en est peut-être une expérience plus dure et plus rigide, mais elle y participe aussi. Bien, je crois qu'il y a vraiment cette lumière scintillante qui existe lorsque un dialogue, une rencontre est possible. Et cette expérience-là, elle est possible dès que justement on arrêtera de poser simplement un regard moralisateur sur la prison en se demandant au fond quelle est la légitimité d'une société à enfermer des gens ou à les juger. C'est de toute façon nécessaire de toute façon de juger les bandits et les scélérats, mais il y a vraiment cette possibilité de surmonter cette expérience si on en fait un lieu de rencontre. Il y avait une pièce de théâtre assez belle, alors qui dans un registre moins spirituel mais plus culturel montrait cela, une pièce de Michalik, Intramuros, qui a un grand succès, que j'ai vu même plusieurs fois
tellement elle m'avait ému, mais qui montre aussi cela. Voilà, il y a une espérance au-delà de la vie carcérale qu'il faut savoir entretenir si on veut effectivement que les prisons ne soient pas simplement des lieux d'apprentissage de la récidive. Alors bien sûr, ils sont volontaires, mais dans un documentaire comme Libre, paradoxalement, on voit des moines qui donc sont enfermés et découvrent une forme de liberté grâce aux murs qui les protègent d'une certaine façon. Est-ce qu'il faut avoir cette lecture-là ? Vous parliez d'expérience mystique tout à l'heure, parce que les lieux d'enfermement suscitent, on pourrait parler des sous-marins ou d'autres lieux qui ont été étudiés d'ailleurs par la sociologie, de savoir, je crois que c'est Erving Goffman qui avait étudié ça, les lieux clos, et qui suscitent des vocations, ce qui est quand même curieux mais compréhensible. Ce qui est intéressant aussi dans ces lieux clos ou dans les expériences mystiques, c'est cette idée de s'affranchir, d'un affranchissement forcé, je dirais, du divertissement au sens de Pascal, c'est-à-dire de tout ce qui peut nous éloigner de nous-mêmes ou d'une auto-réflexion. Ce qui est intéressant dans ces lieux aussi, c'est la chute finalement du matériel. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un dénuement assez fort. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a toujours plusieurs options. L'option de Jacques Fesch est une option assez exceptionnelle. Mais c'est vrai que les grands mystiques ou les grands ermites, leurs écrits nous laissent à penser que le dénuement et l'éloignement du matériel ouvrent finalement une sorte de béance dans l'individu qui peut susciter ou des vocations ou de la folie, par exemple. Saint-Michel Foucault l'a bien étudié dans son œuvre sur les prisons. Ou bien une agressivité encore plus importante. Donc finalement, le statut de prisonnier montre que dans l'individu, il y a une espèce de zone finalement très obscure qui peut se déclarer dans des conditions extrêmes et donner un résultat qui est tout à fait, je dirais, inattendu. Il n'y a pas finalement de déterminisme en prison, il n'y a pas de déterminisme du prisonnier. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc c'est ce droit à l'obscur que je trouve aussi intéressant dans l'expérience carcérale. L'aumônerie de prison, ça vous tenterait, Vincent Petitet ? Oui, beaucoup. Moi, j'avais dirigé un groupe alpha dans ma paroisse. Donc les groupes alpha, c'est pour les gens qui se rapprochent de la foi après s'en être un petit peu éloignés. Et on m'avait proposé effectivement de faire alpha dans les prisons. Et finalement, je n'avais pas pu y donner suite à cause de contraintes professionnelles. Mais c'est quelque chose qui effectivement m'intéresserait. Quel discours avoir face à des prisonniers, en fait ? Comment on s'adresse à cette population-là ? Comment appréhender ? Parce que beaucoup de gens peuvent se dire en nous écoutant, oui, mais je ne suis pas formé pour ça, je ne saurais pas leur parler. Je pense qu'il faut déjà un discours de non-jugement absolu. C'est-à-dire que quand on va être en contact avec des détenus, il n'est pas de bon ton de leur demander pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que c'est un engagement, je pense, qui dépasse finalement aussi des a priori probablement moraux. C'est-à-dire qu'on n'a pas à savoir pour quelle peine l'individu est là, mais on a décidé de s'investir dans une relation avec un détenu. Je pense qu'il faut vraiment croire dans la relation humaine et dans la perfectibilité de l'individu aussi pour s'engager dans cette voie. Alors maintenant, il y a aussi des effets pervers si on regarde par exemple Michel Fourniret et la capacité que certains tueurs ont à séduire un public extérieur à la prison qui idolâtre certains prisonniers. Paul Sugy, ça existe, hein ? Oui, c'est assez curieux d'ailleurs. Il y a eu des faits divers très récents dans lesquels on s'est rendu compte que la publicité qui accompagne maintenant de façon très systématique les faits divers les plus spectaculaires crée une forme de notoriété autour du prisonnier. Et j'avais une collègue qui s'était penchée sur la façon extrêmement tordue dont certaines jeunes femmes notamment finissaient par être sensibles à cette idée de la rédemption du prisonnier, à tel point qu'elles pouvaient entretenir avec eux une correspondance, parfois aussi jusqu'à créer une intimité parce qu'il y avait cette idée qu'elles allaient être à tout prix celles qui allaient le sauver. Et là, on approche un peu aussi la complexité, l'enchevêtrement de la psychologie humaine que crée aussi le paradoxe de Paul cette situation Sugy, carcérale. Vincent Petitet de la Mission. La suite du débat du jour, et on va évoquer la loi immigration. La loi immigration, alors nouvelle formule, est-ce la même loi qui revient sous des oripeaux différents parce qu'elle a été censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel, ou bien est-ce quelque chose de vraiment nouveau ? C'est ce que Bruno Retailleau en tout cas engage comme initiative, celle d'avoir une loi qui a été votée à une écrasante majorité il y a à peu près un an, c'est ce qu'il dit, mais cette loi a été censurée pour des motifs de pure forme par le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, qui donc souhaite simplement, c'est ce qu'il dit, il souhaite simplement revenir à la loi telle qu'elle existait, ou plutôt
à ce qui n'a pas été censuré. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il est question sur cette loi immigration qui cristallise pas mal de débats de ce gouvernement Barnier qui en est à ses débuts et qui peut-être fait un petit peu de diversion, je ne sais pas quelle est votre interprétation, par rapport aux questions budgétaires. Ça oriente l'opinion peut-être sur d'autres considérations, Paul Sugy ? Oui, alors en réalité, on a bien compris que, au-delà de la question du budget qui se pose d'abord par un souci de calendrier, la nomination de Bruno Retailleau est l'un des signaux forts envoyés par ce nouveau gouvernement. Je pense que vraiment les Français ont compris le signal. La gauche ne s'y est pas trompée, qui n'a pas ménagé le nouveau ministre de l'Intérieur de ses coups depuis l'annonce de sa nomination place Beauvau. En réalité, je crois que même si les Français seront sensibles aux efforts qui pourront être faits en matière d'économie, parce qu'ils ont bien compris maintenant que la situation budgétaire était intenable. La façon dont plus le débat budgétaire se noie tout au long de l'automne et jusque dans les derniers jours de décembre probablement, ne tiendra pas en haleine suffisamment longtemps le public, et qu'il y a des crises politiques profondes auxquelles il faut répondre. J'ai échangé lundi avec la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui reconnaissait elle-même que le texte qui avait été voté, dit loi Darmanin en janvier dernier, n'allait pas au bout de ce qui pouvait être fait en matière de lutte contre l'immigration. De fait, le meurtre atroce de Philippine commis par un étranger sous OQTF il y a quelques semaines a remis sur le devant de la scène quelques insuffisances de l'état actuel du droit, et notamment la très grande difficulté qu'a l'État de pouvoir retenir en rétention administrative. Alors on parlait de la prison à l'instant d'avant, il ne s'agit évidemment pas de mesures carcérales, parce qu'on ne parle pas forcément de personnes qui ont été condamnées pour des peines, mais simplement de personnes qui, par leur statut administratif, à savoir le fait qu'ils sont sans papier, donc clandestinement présents sur le sol français, ne peuvent pas aller et venir en liberté. Et donc cette rétention administrative qui est supposément un préalable à leur expulsion, eh bien aujourd'hui est encadrée par des conditions telles qu'il est en réalité très difficile de s'assurer que ces clandestins restent sous bonne garde. Le meurtrier de Philippine donc avait été remis dehors après quelques mois passés dans son centre de rétention administrative parce que la procédure permettait cela. Bruno Retailleau, avec lui Laurent Wauquiez et toute la droite au fond, a soutenu l'idée qu'il fallait allonger de façon considérable la durée maximale de rétention administrative. Donc jusqu'à 210 jours ? Jusqu'à 210 jours contre 90 actuellement dans la plupart des cas. Et donc cette mesure ne peut être prise que par une loi. Donc il fallait légiférer quoi qu'il en soit. Et donc cette loi, visant d'abord à prolonger cette rétention administrative, va devenir effectivement le support pour Bruno Retailleau d'une forme de revanche, de seconde manche, après un bras de fer qu'il avait fini par perdre dans des conditions assez curieuses, puisqu'il avait négocié de haute lutte l'inscription dans la loi Darmanin d'un certain nombre de mesures permettant d'assurer davantage de fermeté dans la maîtrise de l'immigration légale et clandestine. Il y avait aussi des mesures de restriction de l'immigration légale, notamment concernant le regroupement familial par exemple. Ces mesures avaient été acceptées par le parti présidentiel à l'époque parce qu'en réalité, il n'avait pas le choix. On se souvient que le gouvernement, qui ne voulait pas passer par le 49.3, espérait jusqu'au bout un accord avec la droite, accord qui s'est révélé d'abord impossible au moment où le Sénat, dans un coup d'éclat assez surprenant, a rejeté d'emblée le texte. Et donc, à la suite de ça, Elisabeth Borne avait dû négocier au forceps avec la droite, mesure après mesure, pour essayer de retrouver un texte d'équilibre que la droite serait prête à voter. Donc Bruno Retailleau, à l'époque patron des sénateurs LR, avait conditionné son approbation du texte à l'idée que celui-ci épouserait davantage les préconisations de la droite. Et la Macronie, qui avait dit très bien faite, s'était ensuite réjouie de manière à peine cachée du fait que le Conseil constitutionnel avait censuré en réalité tous les ajouts de Bruno Retailleau. Il s'agit donc d'un acte 2 sur ce volet de l'immigration pour essayer effectivement de faire entériner cette fois définitivement par la loi des mesures qu'en réalité les Français attendent depuis plusieurs années maintenant. Et donc cet acte 2, Vincent Petitet, qu'en pensez-vous ? Alors, moi, avant de parler de l'acte 2, je voudrais parler de l'ouverture. C'est-à-dire que j'ai essayé de regarder un petit peu quand vraiment se cristallisent les débats autour de la notion non plus d'étranger, mais de clandestin. Et quand on regarde un petit peu, en arrière sur l'histoire politique française, on se rend compte qu'il y a un tournant en 1985 dans le discours sur l'immigration, où finalement, c'est plus vraiment le clandestin qui est dangereux, mais c'est l'étranger en tant que tel qui est perçu comme une source de danger. Donc je trouve ça assez intéressant le tournant. Et en 93, on a ces lois Pasqua-Meignery qui enfoncent le clou justement sur la notion d'étranger et qui vont commencer à discuter la notion de droit du sol. Donc le discours là évolue. Et en 98, on a une rupture avec la gauche qui revient sur l'ensemble des lois Pasqua-Meignery,
qui ne seront pas, dont ce discours de gauche ne sera pas remis en cause jusqu'à effectivement les années récentes, notamment en 2023, où finalement le Sénat a tenté... Malgré Nicolas Sarkozy, quand même, oui, il y a eu un malgré Nicolas épisode. Sarkozy, oui. Mais est-ce que ce discours finalement a infusé de façon, je dirais, assez déterminante depuis 85 ? Je pense que le discours a évolué autour du clandestin, de l'étranger, de l'immigré. Et on met un petit peu dans le même sac toutes ces figures. Alors, je ne veux pas faire d'angélisme, il n'en est pas du tout question. Mais je trouve intéressant aussi de voir comment le discours évolue et pourquoi il y a cette cristallisation très forte. Alors, il y a des faits de société de plus en plus épouvantables, des crimes, des assassinats, etc. Mais en tant que de chrétien et catholique, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un problème compliqué pour nous tous. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, par exemple, l'hospitalité est rappelée comme un devoir essentiel de chacun. Et donc, c'est vrai que je crois que l'impensé finalement de ce débat aussi, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'hospitalité aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en fait finalement des lois de l'hospitalité ? Quand on lit aussi... Mais l'hospitalité, Vincent, elle peut s'entendre de manière individuelle parce que vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous à votre table, la place du pauvre, etc. Mais quand vous avez 100, 200, 2000, 100 000, 1 million de personnes, est-ce que ça ne dilue pas le principe d'hospitalité dans une équation impossible ? Bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que l'hospitalité, ou plutôt l'accueil, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire que nous, on a appris à accueillir l'autre, mais l'autre doit apprendre l'accueil. C'est-à-dire que l'accueil, c'est pas non plus un droit universel. C'est-à-dire qu'il y a une demande vis-à-vis de celui qui est accueilli, comme il y a une demande vis-à-vis de celui qui accueille. Donc il y a une relation de réciprocité qui me semble totalement aujourd'hui travestie sous les auspices d'un angélisme extrême ou bien finalement d'un rejet extrême. Et c'est vrai que moi, en tant que chrétien, j'ai vraiment beaucoup de mal à naviguer finalement entre ces eaux un petit peu troubles. Paul Sujet. Je trouve que l'histoire que vous dressez de la question migratoire depuis une quarantaine d'années est tronquée et me semble en réalité un peu à côté de ce qui s'est réellement passé à partir du moment où, au tournant des années 80, l'immigration change profondément de nature. Je crois que le vrai basculement se fait là. Jusque dans les années 80, vous avez une immigration de travail encouragée par les gouvernements successifs, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de centre, avec des ministres de gauche, mais peu importe, la question de l'immigration ne se posait pas dans les mêmes termes tant que cette immigration de travail venait alimenter un besoin de main-d'œuvre. En réalité, à partir du moment où. Mais c'est toujours le cas, Paul Sujet, on ne cesse de dire que c'est le cas. Oui, mais que la main-d'œuvre demeure. Enfin, il y a une exigence de main-d'œuvre. Aujourd'hui, l'immigration en réalité n'est plus réellement défendue à ce titre-là. On défend notamment la nécessité, par exemple, d'accorder l'asile aux miséreux politiques aujourd'hui, climatiques demain, qui le sollicitent. Et surtout, encore une fois, l'immigration aujourd'hui est très largement, voire dans sa quasi-totalité, alimentée par une immigration, je parle de l'immigration légale ici, une immigration familiale. Ça, c'est vraiment le tournant des années 80. On passe d'une immigration de travail à une immigration familiale. Et puisque Vincent Petitet a choisi de poser la question d'une façon morale, je crois que justement, on y vient avec la question qui se pose de la liberté de ceux qui sont en droit d'accorder ou non leur hospitalité. À mesure que des mécanismes légaux permettent d'alimenter une immigration sur laquelle, au fond, aucun contrôle démocratique n'est possible parce qu'il y a des trappes à l'immigration, avec notamment les mesures qui permettent le regroupement familial sous un certain nombre de conditions pour les personnes qui ont déjà un membre de leur famille qui se trouve en France. En réalité, l'immigration devient complètement hors de contrôle pour le peuple souverain qui, jusqu'ici, pouvait garder la capacité démocratique à accepter ou non d'augmenter le flux. Aujourd'hui, et depuis en réalité une quarantaine d'années, cette possibilité a très largement diminué. Les députés et sénateurs ont quand même leur poids, puisqu'il y a cette loi immigration qui n'est pas passée dans son intégralité. Non, parce que, par exemple, dans ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que ça serait inconstitutionnel, pas seulement parce que c'était un cavalier législatif, la question de fixer des quotas migratoires annuels a été écartée. Donc en réalité, le pouvoir du Parlement, le pouvoir de contrôle du Parlement, encore une fois, sur vraiment les flux quantitatifs de migrants qui arrivent de façon légale en France, n'a cessé de se réduire. Vous avez parlé, Vincent Petitet, de rupture en essayant de dissocier les politiques de droite avec les lois Pasqua et Méhaignerie des politiques de gauche qui sont globalement celles qui ont été conduites depuis une vingtaine d'années. En réalité, je crois, pour avoir vraiment étudié de façon très précise la succession des 30 maintenant lois immigration qui ont été votées depuis 40 ans, qu'il y a très peu de ruptures. C'est ça qui est intéressant. Chaque fois que la droite faisait voter une loi immigration, et c'est vrai en particulier des lois Pasqua,
dans lesquelles elle essayait de restreindre, par exemple, certaines possibilités d'immigration légale pour faire baisser les flux. Elle concédait toujours à la gauche, qui avait au fond une espèce de monopole sur ces débats, des droits supplémentaires, des droits de recours auprès, par exemple, des institutions juridiques, des garanties spécifiques en matière de respect des droits humains, etc. Elle garantissait toujours des droits aux demandeurs d'asile ou aux candidats à des titres de séjour. Ces droits-là n'ont jamais été rétrécis. En revanche, effectivement, les mesures restrictives en matière d'immigration ont été globalement à peu près toutes abolies lorsque la gauche revenait au pouvoir après la droite. C'est-à-dire qu'il y a un effet de cliquet en matière de droit de l'immigration qui fait que toutes les mesures accordant aux immigrés des voies de recours ou des droits supplémentaires ont été conservées, alors que celles qui visaient ici ou là à essayer de réguler davantage ont été abandonnées. Par exemple, les dernières en date, vous savez, mesures d'abrogation, c'était la circulaire puis la loi Valls qui, au fond, notamment mettait fin au délit de séjour irrégulier ou permettait aux clandestins de se maintenir dans des conditions beaucoup plus avantageuses. Donc, je crois, en fait, il y a une histoire assez linéaire de la politique migratoire qui s'exprime dans l'opinion par l'impression que le contrôle lui échappe de plus en plus. Et je ne cite même pas, parce que je vous parle ici de la situation politique nationale, je ne vous parle même pas aussi du rôle que jouent les grandes cours internationales, en particulier celle de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Je citais évidemment la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Le pouvoir qu'elles ont eu, eh bien, pour tordre la main du législateur, je vous parlais par exemple de l'abrogation du délit de séjour irrégulier proposé par Valls sous François Hollande dans les premières années de son quinquennat. Ça n'était que la transcription en droit interne d'une décision qui avait été prise par la justice européenne. Donc en fait, ce contrôle a progressivement échappé au peuple réputé souverain dans une république démocratique. Et donc la question de l'hospitalité, je crois, se pose une fois ces termes posés de façon très différente, puisque pour qu'il y ait hospitalité, pour qu'il y ait accueil, il faut qu'il y ait une liberté. C'est la condition de toute possibilité morale, vous voyez. C'est que la question de l'accueil de l'autre dans l'étranger, de l'autre et de l'étranger dans la Bible, se pose à une personne qui est capable d'exercer son libre arbitre et de choisir de rejeter ou d'accueillir la personne. Aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus ou de façon très résiduelle, et je crois que c'est toute la question qui est posée par cette loi immigration. Vincent Petitet. Je pense que la difficulté du débat, effectivement, c'est la surpolitisation du sujet. Alors vous me direz, c'est normal, c'est un sujet éminemment politique. Néanmoins, oui. j'ai l'impression qu'on n'en sort pas, parce que quand on regarde les débats à la télévision, à la radio sur ces sujets, on a toujours une opposition droite-gauche sur l'immigré, on a de l'angélisme, on a de l'extrémisme. Donc je me plaçais effectivement sur ce plan moral, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être une issue à cette question sur un plan plus éthique. Il est vrai qu'aujourd'hui, les structures de l'hospitalité ne peuvent plus être celles qui existaient il y a 50 ans ou il y a 40 ans. Mais il y a même des termes qui deviennent des termes tout à fait à bannir dans le débat. On ne sait pas pourquoi. Par exemple, la notion de frontière, qui n'est pas une notion négative au départ. La notion de frontière, c'est la notion du voyage, de l'aventure, on franchit les frontières. Mais le fait de dire que la notion de frontière est une notion réactionnaire, je pense, empêche d'avoir un débat serein. Tout comme la notion de langue. La langue, c'est quand même le vecteur finalement d'intégration, d'assimilation des individus. Mais c'est un débat qu'on n'a jamais. Et quand on a effectivement un président de la République qui dit qu'il n'y a pas de culture française, ça pose aussi un débat, puisque la culture est un prisme éminemment important pour l'intégration et pour l'accueil des populations étrangères. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste dans la relation autrui ? La fusion, c'est quand même pas terrible, on ne va pas s'oublier dans l'autre, il n'en est pas question. La juxtaposition, alors c'est quoi ? C'est la libanisation finalement de la France, on vit les uns à côté des autres. L'assimilation, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'on va demander aux autres de perdre quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me situer dans cette condition d'accueil et dans les nouvelles conditions de la relation à l'autre, qui se fait aussi sous l'angle effectivement de faits extrêmement violents. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Peut-être une forme d'hybridation, mais j'en suis pas vraiment convaincu. Donc là, pour moi, il y a une sorte d'aporie que je ne saurais résoudre. Mais du coup, il y a une forme de peut-être pragmatisme de l'action quand on dit qu'il faut prolonger de 90 à 210 jours le délai maximum de rétention pour les individus jugés dangereux, les étrangers jugés dangereux. Et il y a des guillemets d'ailleurs à dangereux, donc je ne sais pas ce que l'on met là-dedans, c'est les infractions terroristes, mais il y a peut-être autre chose. Finalement, ça se résout par cette forme de pragmatisme, non ? Le débat, l'absence de débat que déplore Vincent Petitet, non ? Moi, je plaide avec Vincent Petitet, effectivement, pour un pragmatisme qui se substitue à la façon dont le débat a été idéologisé en France. Mais il y a quelque chose de très spécifique au cas français, en réalité. Lorsque vous déplorez un débat qui est finalement un affrontement de posture, vous n'avez pas dit le terme, mais je pense que c'est la façon dont vous le décririez volontiers, et c'est assez propre à la France. Et en Europe,
Europe, au contraire, on constate que, quels que soient par ailleurs les jeux et les oppositions politiques, la vision pragmatique du sujet s'impose pratiquement partout, à part peut-être en Espagne, où de façon très surprenante, alors que l'Espagne est confrontée à un détournement des routes migratoires qui maintenant traversent le Sahel pour aller jusque dans les îles Canaries et espérer par là venir sur le continent européen, donc une situation migratoire très délicate. Pedro Sanchez a malencontreusement laissé entendre que pour lui, l'immigration restait une chance pour le pays et l'a pratiquement encouragé dans sa visite aux États africains. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela, mais à part l'Espagne et la France, au fond, tous les autres pays, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, tous les pays nordiques, la Suède en premier, l'Italie évidemment depuis longtemps, maintenant l'Allemagne. Mais le Royaume-Uni ne renvoie pas ses migrants. Le Royaume-Uni, de façon très surprenante, a fait une campagne qui s'est révélée être un triomphe pour la gauche travailliste, en adoptant des positions qui aujourd'hui seraient coincées entre celles de Bruno Retailleau et de Marine Le Pen. Le candidat travailliste a proposé de réserver les emplois dans les entreprises publiques et privées en priorité aux nationaux, c'est-à-dire une préférence nationale assumée, et a bien sûr proposé de refouler les migrants. Alors elle est contestée, ce que les conservateurs avaient maladroitement essayé d'instaurer en proposant d'externaliser la demande d'asile ou de renvoyer au Rwanda de remigrer au Rwanda tous les demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile. Mais vous voyez que là, il s'agit vraiment, je crois, d'un exemple quand même où, à travers une opposition un peu formelle, en réalité, les deux camps, les deux pôles gauche et droite du pays s'accordaient pour une politique pragmatique de réduction d'immigration. Le gouvernement travailliste a fait campagne sur la réduction de l'immigration. Le Royaume-Uni est confronté à une situation encore plus dramatique que la nôtre, puisque l'immigration alimente notamment une pénurie de logements qui crée une crise sans précédent dans le pays. Mais vous voyez, en Allemagne, Olaf Scholz, qui pendant longtemps avait refusé de se saisir de la question, à la suite d'ailleurs de plusieurs faits divers tragiques qui ont émaillé l'actualité, a fini par proposer de rétablir les contrôles aux frontières. Les Pays-Bas sont un exemple assez archétypique d'une coalition menée par la gauche, mais qui a accepté malgré tout de faire une politique drastique de lutte contre l'immigration pour contenter l'opinion de droite et finalement garantir à la coalition au pouvoir la continuité de la gestion des affaires. Donc on voit qu'en réalité... Il n'y a qu'en France alors. Il y a pratiquement qu'en France que la question échappe à toute possibilité de pragmatisme. En réalité, pour le dire plus simplement encore, il n'y a pratiquement qu'en France que la gauche, il faut prendre le programme du Nouveau Front Populaire sur ce point en juin dernier, que la gauche propose non pas de réguler un peu, beaucoup passionnément, mais d'augmenter les voies d'immigration légale. Mais c'est peut-être le reflet de ce que pensent les Français aussi. Qu'est-ce qui vous permet de dire aussi que les Français pensent dans leur intégralité ou dans leur majorité Je l'ai pas dit, telle ou telle chose? Je n'ai pas dit que les Français étaient dans leur intégralité sur la ligne Retailleau, bien sûr, mais enfin ils y sont très majoritairement, à peu près les deux tiers, parce que les sondages de l'opinion le montrent, à peu près les 2 tiers des Français souhaitent une régulation plus drastique de l'immigration, et la plupart d'entre eux situent l'immigration parmi leurs priorités, au même titre que le pouvoir d'achat ou la lutte contre la crise climatique. Donc je crois qu'il y a une inquiétude qui est très installée dans l'opinion, et d'ailleurs le vote très paradoxal aux législatives s'interprète, et je crois d'ailleurs a été interprété ainsi par Emmanuel Macron lui-même, comme non pas un vote d'adhésion aux idées et à l'esprit et à la sémantique employée par le Rassemblement national, qui a été assez largement rejeté à travers le mécanisme du Front républicain, mais l'adhésion au moins à une inquiétude, celle que l'immigration alimente une insécurité galopante et une insécurité même culturelle, pour reprendre l'expression qu'employait à juste titre le regretté Laurent Bouvet, pour décrire au fond cette idée que d'ailleurs Vincent Putiter résumait assez bien lorsqu'il essayait de réfléchir à ce que serait au fond une politique d'intégration réussie. L'idée que si on n'est pas capable d'intégrer correctement les populations qui sont candidates à l'asile et à l'immigration chez nous, eh bien, alors c'est tout ce qui nous fait exister comme peuple et comme civilisation qui risque de disparaître. Vincent Petit, une dernière réflexion sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, sur cette loi en particulier, s'il y a un acte 2, est-ce qu'il y a une chose à espérer? Est-ce que c'est un énième épisode? C'est vrai que c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, j'ai l'impression, l'immigration. Ce qu'on pourrait espérer, c'est une pacification des débats. J'avais été aussi surpris des solutions qui avaient été proposées au Royaume-Uni sur finalement l'externalisation de l'immigration au Rwanda. On avait parlé du Rwanda. Et je crois qu'en Italie, maintenant, c'est l'Albanie qui est un partenaire de l'Italie pour accueillir une immigration massive. Donc finalement, c'est comme dans les entreprises. Quand il y a un problème, on l'externalise. On demande finalement à des tiers d'intervenir à notre place. Nous sommes toujours avec Vincent Petitet, écrivain, consultant en stratégie, et Paul Sugy, journaliste au Figaro, pour le débat du jour. Allez, Surveiller et punir notamment, c'est l'une de ses œuvres les plus connues, Michel Foucault.
40 ans de la mort de Michel Foucault, ça n'a pas fait finalement tant de bruit que ça, alors que l'influence, paradoxalement, de ce philosophe français est encore extrêmement grande. Vincent Petitet, vous avez écrit à ce sujet sur Michel Foucault, mort à 57 ans, et qui laisse une réflexion qui est encore tout à fait pertinente aujourd'hui dans certains cadres. On a pu en parler, notamment au cours du Covid. Oui, absolument. C'est vrai que Michel Foucault est d'abord un écrivain et non pas un philosophe. Il se revendiquait ainsi, c'est-à-dire qu'il écrivait « moi je n'écris que des fables ». Donc c'était quelqu'un de très finalement adogmatique, de très provocateur. Et ses premiers écrits sur le pouvoir médical sont des écrits fondateurs de notre rapport finalement aux soins et à la santé. Et c'est vrai que durant le Covid, les écrits de Michel Foucault ont trouvé une actualité absolument saisissante, où finalement, si on parle en termes foucaldiens, il y avait une prise de pouvoir finalement du médical sur le politique. Donc une prise de pouvoir du sanitaire sur l'éthique. Ce qui n'est pas sans poser de problème pour Foucault, puisque pour lui, la médecine est un pouvoir à part entière dont il convient de discuter la légitimité. Quand Foucault meurt du sida en 1984, son compagnon Daniel Defer crée l'association AIDS contre le sida. Et un des intérêts de AIDS, c'est d'avoir justement établi une relation d'égalité entre le patient et le médecin. C'est-à-dire que AIDS a agi en disputant aussi la légitimité du pouvoir médical sur les questions de santé, notamment du sida. Donc par rapport à la santé, aux soins des populations, Foucault est vraiment d'actualité. Il est mort en 84 et il ne vous a pas échappé que 84, c'était le titre d'un roman de George Orwell finalement, sur une société, je dirais, presque carcérale, qui normalise, qui institutionnalise des comportements absolument aberrants. Foucault était très attentif finalement à cette omnipotence de certains pouvoirs sur l'individu. Et à ce titre, il était très libertaire parce qu'il pensait vraiment dans les potentialités de la liberté humaine. Il reconnaissait finalement qu'il y a une obscurité, c'est ce que je disais au début sur la prison dans l'individu, mais cette obscurité ne peut conduire qu'à des modes de vie nouveaux, presque, je dirais, déconstruits. Alors, quand on parle de déconstruction, on a tout de suite en tête, effectivement, aujourd'hui, le wokisme, etc. Or, Foucault n'était pas un déconstructeur au sens où on l'entend aujourd'hui. Tout d'abord, il se revendiquait de penseurs un petit peu sulfureux, comme Heidegger ou Nietzsche, sur la déconstruction, puisque la déconstruction vient de l'œuvre de Martin Heidegger. Et ce que prenait Foucault dans la déconstruction, c'est un questionnement permanent. C'est-à-dire que la déconstruction, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête avec un homme déconstruit. La déconstruction, c'est une question permanente sur notre condition, nos modes de vie. Et on ne peut pas dire « Ah bah ça y est, le processus est fini, moi je suis déconstruit ». Non, non. Foucault est vraiment le philosophe finalement du soupçon, le philosophe finalement de l'inquiétude, comme l'était un de ses maîtres, Maurice Blanchot. Et donc à ce titre, il est vraiment intéressant puisqu'il nous interroge sur toutes sortes de certitudes et même sur le fait qu'il faut déconstruire la déconstruction. Alors justement, Vincent Petitet, ce qui est quand même... peut-être pour faire le lien aussi avec le sujet précédent, d'une certaine façon, c'est que c'est un personnage et c'est une réflexion qui pourrait être transverse, alors qu'aujourd'hui, même si Foucault a été un moment au Parti communiste, qui pourrait être tout à fait partagé par les préoccupations de la droite intellectuelle, Paul Sugy, ce que dit Michel Foucault. Oui, en tout cas, on échangeait avant de rentrer dans ce studio avec Vincent Petitet, dont j'ai pas encore... j'ai hâte de lire d'ailleurs ce Michel Foucault en son escurial, dont j'ai compris qu'il serait bientôt dans les rayons des meilleurs libraires, parce que justement, vous me disiez que Michel Foucault, au fond, avait été enrégimenté peut-être un peu trop vite et à tort par ceux qui aujourd'hui voulaient en faire l'architecte de toute déconstruction des institutions communes. Moi, j'ai vu de façon très étonnante, pendant les débats que vous évoquiez, Louis Dauphren, sur la crise sanitaire, Michel Foucault relu et peut-être même encensé par la droite libérale au moment où, effectivement, on découvrait dans sa matérialité la plus éclatante le biopouvoir, le contrôle par la médecine, au fond, des corps, des mœurs et de toute forme de vie en société, parce que, d'ailleurs, c'était Lucchini peut-être qui en parlait le mieux à cette époque, en caricaturant de façon bouffonne le discours des médecins. J'ai quelques sketchs en mémoire qui me reviennent, mais on a vu les médecins défiler sur les plateaux de télévision et jusque dans les salons de l'Élysée pour conseiller le président de la République au jour le jour en fonction de l'évolution des courbes de la pandémie. Et donc, au nom de ce motif de préservation de la santé publique, le discours médical est devenu un discours politique et un discours de pouvoir. Michel Foucault nous aurait prémunis contre cela si on l'avait mieux lu à l'époque. Et donc, ça montre, je crois,
croit effectivement la pluralité des héritages foucaldiens possibles et la façon qu'on a eu peut-être un peu trop vite et à tort de le laisser se faire cataloguer par ceux qui l'ont récupéré pour aujourd'hui étayer des combats politiques qui me semblent d'ailleurs assez... On discutait aussi avec Vincent Putet du fait que Michel Foucault était évidemment très engagé. Il ne faudrait pas le faire passer pour un simple penseur en retrait de la vie de la cité, ce qu'il n'était pas du tout, puisqu'il était engagé politiquement, d'ailleurs très à gauche, et dans un certain nombre de sujets. Engagé aussi, on parlait de la prison tout à l'heure, engagé aussi pour faire exister la parole des prisonniers dans la sphère publique. Michel Foucault était engagé politiquement, mais je ne suis pas certain, pour le dire de façon très crue, qu'il aurait été sur un char en tête de la Gay Pride pour demander la légalisation de la gestation pour autrui et la prise en charge médicale de la transition de genre. Voilà. Merci beaucoup Paul Sugy, merci également à Vincent Petitet. Vincent Petitet, écrivain, consultant en stratégie, Paul Sugy, journaliste au Figaro. Merci messieurs, merci Louis Dauphren, un grand merci à Pierre-Henri Paget.